Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde qui a pour thème la fonction transport au centre d'un grand projet, celui de Cristalco. Pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau des responsables de Cristalco, à qui je vais demander de bien vouloir se présenter, ainsi que le cabinet Newton Voreal Consulting. Thierry, si vous voulez bien vous présenter pour commencer. Absolument, bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Gribet, je suis directeur SNOP et directeur logistique au sein de la société Cristalco. Merci. Bonjour à tous, Morgane Furon, je suis directrice au sein du cabinet Newton Voreal qui a accompagné Cristalco. On va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Merci. Émilie. Bonjour à tous, donc Émilie Brunois et donc je suis responsable de la cellule transport chez Cristalco depuis 3 ans. Merci. Et Jérôme. Et bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bourg, je suis associé au sein du cabinet Newton Voreal. Alors Newton Voreal, quelques mots sur le cabinet ? Oui, tout à fait. Newton Voreal est un des cabinets experts vraiment spécialisés sur ces sujets de supply chain. Et nous intervenons aussi bien sur des sujets stratégiques, de planification, de schéma directeur, de SNOP, que sur des sujets très opérationnels autour de l'entrepôt, du transport. Et puis tous les aspects liés à la digitalisation et la transformation durable de la supply chain. Et j'en profite pour remercier à nouveau Cristalco, puisque nous allons parler à la fois d'éléments transport très opérationnels et de digital. Donc c'est vraiment un très bon reflet des types d'interventions que nous pouvons réaliser. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dès maintenant et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre à la fin des débats. Thierry, quelques mots peut-être pour présenter Cristalco, pardon. Oui, tout à fait. Cristalco est la filiale commerciale du groupe Cristal Union, qui est un groupe coopératif, sucrier, européen, qui fabrique et commercialise différents produits. Du sucre, de l'alcool, du bioéthanol carburant, de l'alimentation animale aussi. Sur différents segments de marché, que ce soit le B2B, le B2C, la RHF, un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros, et donc une grande diversité de produits au travers de ces segments-là, mais aussi une grande diversité de moyens de transport, que ce soit de la citerne alimentaire, de la citerne chimique, de la totliner, du train combiné, maritime, enfin voilà, vraiment quelque chose de très, très, très varié. Si je reviens un petit peu de 3 ans en arrière, ou 3-4 ans en arrière plutôt, nous avons entrepris une structuration de la fonction supply chain au sein de Cristalco, avec 3 axes de développement, 3 axes de performance majeurs que nous avons lancés, et nous y reviendrons. Le premier, c'est la partie plutôt organisationnelle. Le deuxième axe, c'était sur la mesure de la performance, et le troisième axe, sur la digitalisation. Ça, au départ, c'était sur l'ensemble du périmètre supply chain. Mais sur la partie transport qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, on retrouve ces 3 axes. Sur la partie organisationnelle, on a mis en place et créé une vraie fonction, en tous les cas une fonction transport. Sur la partie exploitation, affrètement, exploitation, suivi de l'exploitation. Et c'est à ce titre qu'Émilie a rejoint le groupe pour prendre en charge cette cellule transport. Sur la partie mesure de la performance, c'était à la fois pour mesurer la performance économique, qui reste importante, la mesure de la qualité de service vis-à-vis de nos clients, et puis aussi la mesure de l'émission de CO2, qui est un sujet de plus en plus important. Et puis sur la partie digitalisation, on est en cours, mais c'est la dernière étape dans notre processus, c'est en cours, puisque nous avons décidé de mettre en place un TMS qui devrait être en go live début 2025. Mais tout ça, toutes ces actions en fait sur la partie transport, c'est surtout pour maîtriser un budget transport qui est quand même environ de 100 millions d'euros, améliorer la qualité de service et aller dans un programme de décarbonation, puisque nous sommes engagés dans la démarche Fret 21 depuis maintenant plus d'1 an. D'accord. Donc effectivement, une fonction de transport très, très importante, vous le rappeliez, 100 millions d'euros, beaucoup de transporteurs, beaucoup de sous-traitants, j'imagine, à la fois sur la route, sur le ferroviaire, le maritime. Absolument. C'est à peu près entre 100 et 120 prestataires différents que nous avons, ce qui reste quand même assez large. Et vous l'avez dit, alors on va de plus en plus vers le ferroviaire par rapport à des solutions de décarbonation, mais pas que. Historiquement, nous avons toujours eu, puisque nous sommes avec un produit pondéreux qui s'applique pas mal au monde du ferroviaire. La route reste quand même une majorité importante de nos volumes transportés sur des marchés qui demandent plus de flexibilité. Alors comment l'histoire a commencé ? Alors,
L'histoire, elle est un peu particulière. Il faut que je remonte encore un petit peu plus en amont. Vers 2017, l'arrêt des quotas sucriers en Europe. Et au moment de cet arrêt, de cette annonce de l'arrêt des quotas sucriers, il y a eu plutôt une excitation, si je peux me permettre le terme, de se dire marché libre, notamment le marché mondial, alors qu'avant le marché mondial était contraint. Et donc il y a eu une décision, une prise de décision chez nous, au sein du groupe Cristal Union, mais pas que, chez tous les sucriers européens, pour une croissance interne, plus de surface consacrée à la culture de la betterave, en disant on va attaquer le marché mondial, ça va être génial. L'histoire est un peu différente. In fine, quelques années après, il y avait trop de production, il y avait un peu trop de production. Effondrement du prix européen, du prix mondial. Des exercices douloureux avec des pertes relativement importantes. Et c'est à ce moment-là que la direction générale a souhaité réellement mettre en place une structure supply chain pour justement attaquer les sujets économiques, mais aussi d'optimisation et d'amélioration. Donc là, on est en 2010. Là, on est 2017, c'était l'arrêt des quotas. 18-19, c'était à peu près les exercices que l'on a connus qui étaient douloureux. Et on a commencé cette démarche vers 2019, effectivement. Et on arrive en plein Covid. Et on arrive en plein Covid, mais qui a plutôt été un accélérateur, parce que alors, sur la partie SNOP, sans rentrer dans trop de détails, mais qui a été un accélérateur et qui a quand même permis de mettre en place cette évolution d'organisation. À la fin du Covid, il y a la pénurie de transport. Est-ce que ça a été un accélérateur? Est-ce que c'était une période justement un petit peu propice pour s'interroger, pour remettre en cause un petit peu l'organisation? Alors je dirais qu'aujourd'hui, on est très très satisfait de notre organisation telle qu'elle est en place. 2022 a été aussi une année assez compliquée, parce que c'était au moment où on a lancé la fameuse cellule transport. Et il y a eu un peu une interprétation ou un amalgame entre une nouvelle organisation et la pénurie de transport. Et effectivement, il a fallu se battre. Quand je dis se battre, c'est confirmer notre position en termes d'organisation, très soutenue par notre direction générale, qui avait vraiment fixé cet axe avec quelque chose de très clair. Le message de la direction générale était de dire il faut industrialiser le processus de commercialisation. Donc c'est pour ça que la supply chain a été sollicitée. Donc même si ça a été douloureux, on a passé des étapes un peu compliquées. Aujourd'hui, c'est derrière nous et on est très très satisfait de cette organisation. Alors, comment vous avez appréhendé cette problématique transport? Vous qui venez de l'industrie, vous êtes également responsable SNOP. Oui. Donc, comment vous avez traité le sujet? Comment vous avez démarré la mise en œuvre du projet, en fait? En fait, assez rapidement, bien évidemment, au sein de la direction supply chain, nous avions quelques idées. Mais on s'est dit, il y a quand même un intérêt à se faire conseiller auprès de personnes, de cabinets, qui ont une expertise, qui ont une vision avec du benchmark qui peut être intéressant. Et c'est là que nous avons fait appel au cabinet Newton pour justement nous conseiller dans cette mise en place. Ça, c'est aussi le début de l'histoire. Donc Morgane, vous étiez là? Alors moi je suis arrivée un petit peu après cette première phase qui était donc la structuration de la supply chain. Je suis arrivée finalement dans le deuxième temps qui était la création de la cellule d'exploitation de transport avec le recrutement d'Émilie. Et donc à partir de là, en effet, la première étape a bien été la structuration de la supply chain chez Cristal Co et cette deuxième étape donc de création finalement de la fonction de transport et de la fonction exploitation de transport au sein de la supply chain, puisque précédemment l'exploitation de transport était opérée par le customer service. Et donc là l'objectif était bien de professionnaliser, d'industrialiser et donc de professionnaliser cette fonction avec des gens qui étaient uniquement dédiés à l'exploitation et aussi au rapport au quotidien avec les transporteurs. D'accord. Donc c'est Émilie qui a eu la charge du projet d'un point de vue opérationnel, j'allais dire. Tout à fait. J'ai été recrutée par Thierry dans le but de créer cette cellule. Donc on est parti sur un recrutement et on est parti de zéro. Alors de zéro, pas complètement. On s'est aussi inspiré de ce qui était déjà fait. On a passé 1 mois ou 2 sur Paris auprès des personnes qui opéraient déjà sur la partie transport. On s'est inspiré de ce qu'ils faisaient, on s'est formé et puis après on a ramené cette fonction près de Reims, là où on se trouve actuellement, avec une nouvelle équipe. Voilà. Et puis on a démarré
janvier 2021. Alors vous avez 2022. démarré comment? Quelle a été votre première, les premières actions que vous avez menées justement pour refondre cette organisation? La première action déjà, c'était le recrutement d'une nouvelle équipe. C'était quoi le constat? C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes aperçu finalement que les fonctions ne communiquaient pas suffisamment, qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment non plus de dialogue avec les sous-traitants. Enfin, comment vous avez pris en charge le problème? Par rapport au fait de créer la cellule transport? Oui. En fait, c'est plus ce que disait Thierry. La fonction transport, elle était gérée par le Customer Service. Oui. Ça se passait bien. D'un point de vue satisfaction client, tout le monde en était satisfait de cette fonction. Et il y a eu le constat de nouveaux enjeux qui sont arrivés petit à petit, notamment la performance économique, la performance RSE, la gestion de nos transporteurs au quotidien et la gestion de leur performance. Oui. Et donc, c'est de ce constat qu'on a décidé de créer une cellule qui allait se professionnaliser sur la partie transport. L'objectif, c'était quoi? C'était de gagner en efficience? C'était d'économiser de l'argent, de réduire le CO2? C'était quoi? In fine, l'objectif, c'est effectivement d'améliorer sur les 3 axes dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la partie économique, sur la partie performance, sur la partie décarbonation. Ça, c'est clair. Mais tu as employé le bon terme, Émilie. Il y avait une nécessité de professionnaliser le monde du transport. Je le fais simple, et tu l'as dit, et c'est bien que tu l'aies dit comme ça, c'est-à-dire que c'était satisfaisant, ça fonctionnait, et on avait des résultats qui existaient. Mais en fait, quand on met le transport sur une organisation plutôt commerciale, c'est le constat qu'on a pu faire, on axe sur vraiment uniquement, ou majoritairement, je vais dire, la satisfaction client. Et en fait, l'entité transport est une entité en tant que telle, et il faut qu'il y ait des professionnels qui parlent aux professionnels. Et on a fait ce constat-là, donc on a voulu vraiment scinder la fonction en deux, avec des professionnels du transport qui parlent à des transporteurs, et des professionnels du contact client, au customer service, qui parlent aux clients pour aller chercher de l'information en amont. Ça, c'est plutôt la partie SNOP, mais c'est quand même très important. Aller chercher de la prévision, de la réactualisation de prévision, des plans d'approvisionnement. Voilà, c'était ça vraiment l'objectif majoritaire en termes d'organisation. D'accord. Morgane, quel a été l'apport du cabinet alors, dans ce contexte? Nous sommes intervenus sur différents axes. Le premier, il était vraiment organisationnel, c'est-à-dire aider un petit peu Émilie et Thierry à prendre de la hauteur pour dégager du temps, parce que quand on est arrivé finalement au tout début, donc la CET avait quand même des difficultés, ou en tout cas il y avait besoin de se réorganiser. Émilie était un petit peu, je dirais, au four et au moulin, comme on peut dire, donc vraiment à la fois dans l'opérationnel et dans le management, et peut-être un peu plus dans la gestion opérationnelle. Alors que finalement, le rôle qu'on a essayé de lui accorder après, c'était plus un rôle de manager et de devoir déléguer. Mais pour devoir déléguer, il faut avoir des relais managériaux sur le terrain. Et donc, ce premier axe de travail a été de construire l'organisation en disant, voilà, quels sont les relais ETN-1 et qui peut être TN-1 et quelles sont les fonctions qu'on peut leur donner. Et donc là, on est parti avec un outil assez simple qui est le RACI, qui fait quoi au sein de cette organisation, de cette CET, mais aussi avec du recul, qui fait quoi par rapport au customer service et par rapport à la cellule achat. Parce que finalement, quand on réorganise, on a besoin de se reposer, de prendre du recul, de se reposer les bonnes questions. Et le qui fait quoi, qui est responsable, qui communique à quoi, comment, ce fameux outil de RACI, il est quand même assez facile à exploiter. Il nous a permis très simplement de pouvoir décrire et communiquer sur la nouvelle organisation, parce que au-delà de le connaître, il fallait aussi communiquer la structuration qui avait été décidée. Jérôme ? Oui, puis pour compléter, il y a effectivement un apport sur finalement un benchmark qu'on peut apporter en termes d'organisation, d'expliquer, de faciliter ce changement et de le matérialiser entre plusieurs services, parce qu'effectivement ça touche le customer service, la supply chain, les achats et ce miroir finalement des bonnes pratiques du marché est quelque chose qu'apporte un cabinet de conseil comme Newton Voreal. Et puis, l'idée aussi qu'il va falloir formaliser un certain nombre de choses sur les process, sur l'organisation cible. Et là, on a effectivement cet apport
cette expertise terrain. On est un cabinet de conseil qui a aussi cette expertise terrain de passer de quasiment tous les consultants, qui permet de formaliser un process qui tienne compte aussi d'un certain nombre de contraintes, typiquement autour du système d'information. Donc de rendre les choses opérationnelles aussi dans ces best practices et de les adapter au contexte de l'entreprise. Alors, Émilie, concrètement, comment ça s'est passé? Comment le projet s'est déroulé? Alors, on l'a déroulé en plusieurs étapes. Ouais. On a plusieurs produits, comme l'a décrit Thierry. On travaille du sucre, de l'alcool, du bioéthanol. Ouais. Donc, on y allait par étapes. On a déjà récupéré les flux de sucre avec l'équipe. Donc ça, c'était fin janvier 2022. Ouais. 3 mois après, on a récupéré les flux d'alcool. Et assez vite, on a constaté qu'on avait effectivement besoin d'être aidé pour se sortir un petit peu la tête de l'eau. C'est là qu'on a fait appel à Newton pour justement pouvoir réorganiser, créer les bons rôles dans l'équipe et puis aussi trouver notre place au sein de la supply chain puisque c'était une nouvelle fonction. Ouais. Donc il a fallu retrouver une place et lui donner une place au sein de la supply chain. Donc on a travaillé sur les rituels, comment on communique avec le SNOP, comment on communique avec le Customer Service, qui était aussi une fonction nouvelle, puisque l'idée c'est que le Customer Service se concentre sur d'autres missions, comment communiquer avec les sites et comment communiquer avec nos transporteurs. Donc voilà, on a vraiment rebâti toute la communication avec l'ensemble de la supply chain. Oui. Cet objectif de mieux communiquer avec les fonctions, c'était vraiment quelque chose de prioritaire pour installer, pour mettre en place l'organisation. Oui, avec quelques difficultés au moment de la mise en place. Donc il y avait effectivement une nécessité d'améliorer la communication au travers des rituels dont tu parles, avec un élément majeur qui nous a été conseillé par le cabinet Newton de par leur expérience au niveau des autres entreprises. C'était une organisation, ce qu'on appelait une organisation miroir, où il y avait effectivement une personne d'un segment sucre, alcool, bioéthanol, qui parlait à la même personne qui avait ce même périmètre sur la partie customer service, pour parler d'égal à égal, alors qu'au départ, on n'avait pas perçu cette nécessité-là, malgré des conseils au préalable. C'est une petite boutade. Mais en fait, in fine, parce que c'est quand même une équipe de 10-12 personnes à peu près, la cellule transport, et chacun parlait de son périmètre, de ses clients à servir, de ses transporteurs à gérer, et ça devenait assez compliqué à gérer. Donc il a fallu vraiment structurer les choses en termes de communication et créer ces rituels. Mettre en place des indicateurs, parce que l'analyse factuelle, il n'y a que ça de vrai. Pas partir dans des je pense, j'estime, j'ai l'impression. Ça aussi, ça a été très, très, très important. Oui. Alors, vous parliez de mesures, Oui. de mettre en place la mesure des indicateurs. Vous avez mesuré quoi? Alors, plusieurs choses. J'ai parlé d'économique, de qualité de service, décarbonation. Sur la partie économique, sans passer trop de temps, mais effectivement, on a un suivi de nos coûts pour voir effectivement les évolutions. Sur la partie qualité de service, qui est toujours un axe important, Cristalco est une société qui est très très sensible à la qualité de service, au service rendu à ses clients. Là, on a mis en place un indicateur qui, au départ, était un peu perçu comme quelque chose de particulier dans l'entreprise, mais qui aujourd'hui fait foi, qu'on appelle l'OTIF, que tout le monde connaît, mais nous, c'était un peu nouveau. Et ça, c'est un indicateur majeur. Un indicateur vis-à-vis de la performance des transporteurs, leur capacité à livrer en temps et en heure au niveau de l'OTIF, mais aussi à venir charger sur les sites de production suivant le planning, le timing et la réservation qu'ils avaient pu prendre, le rendez-vous qu'ils avaient pu prendre. Et puis d'autres indicateurs qui sont encore en gestation notamment, mais sur des refus de call-off, ça rentrait dans trop de détails. Mais c'était pour... est-ce qu'on rend bien un bon service aux clients sur une analyse très factuelle? Est-ce que nos prestataires nous fournissent une bonne qualité de service sur là aussi un indicateur très factuel? Et puis, je finis juste sur la partie mesure, on va en reparler, mais sur la décarbonation. Là aussi, quand on veut partir dans un programme vertueux de décarbonation, la première chose, c'est de mesurer son impact carbone. Et c'est assez compliqué lorsqu'on fait à peu près 100 000 transports par an. Donc, on s'est fait aider par une société externe qui s'appelle Siteness et qui nous a vraiment modélisé, d'avoir calculé notre année référence et nos bilans d'il y a 2 ans, et qui maintenant nous suit pour vraiment voir les évolutions très significatives d'ailleurs au passage. Ça a été facile d'embarquer les équipes sur ce projet? Non. Non. On va faire une réponse honnête. Non, ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu qu'on prouve l'intérêt de la cellule transport. Comme je le disais, c'était géré par le Customer Service
et la satisfaction client était au rendez-vous. Oui. Donc d'un point de vue commerce, ils étaient satisfaits du service rendu à leurs clients. Oui. Donc ça, c'était quelque chose qu'on devait à minima maintenir, voire améliorer. Oui. Mais voilà, il n'y avait pas de volonté de leur part de se dire, voilà, ça ne fonctionne pas et on veut améliorer. Pourquoi changer puisque ça marche bien? Exactement. C'est ça, Donc voilà, c'était pas évident de convaincre la partie commerciale. Pour les sites qui étaient en lien avec le service client, ça se passait aussi très bien et le relationnel était très bon. Donc oui, je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont dit, mais pourquoi on crée cette cellule? Pourquoi on a affaire à des petits nouveaux sans expérience, alors qu'aujourd'hui, ça marche. On est content du service rendu au client. Voilà, et c'était sans appréhender les nouveaux enjeux qu'on allait rencontrer, donc la performance RSE, voilà, puis la performance économique. C'est là aussi peut-être qu'il est intéressant d'avoir un œil extérieur pour une entreprise, de faire appel à un cabinet qui objective un petit peu sans parti pris l'existant et permet justement d'avoir un avis neutre dans l'organisation et dire bah voilà, l'intérêt de l'entreprise c'est de mettre en place ce type d'organisation. Une organisation et des règles en effet, et rappelons que finalement Cristalco a vraiment une très grande appétence pour la satisfaction client. Absolument. Et donc ça, et c'est bien de le dire dès le début, le customer service, l'organisation en place fonctionnait très bien avec une orientation satisfaction client. Donc si mon client me demande le soir à 18h un transport pour le lendemain, tout le monde se plie en quatre pour satisfaire ce client, avec des difficultés d'ailleurs derrière à la fois opérationnelles mais aussi avec les transporteurs dans un contexte de raréfaction du transport. Et donc il a fallu aussi là, en mettant en place la CET, mettre des règles et des cut-offs. Et ça, notre expérience en tant que cabinet de conseil, quand on le voit avec d'autres clients, a permis d'apporter justement cette expertise, de dire oui, il faut mettre des règles en place, il faut contraindre un tout petit peu pour le bien-être, je dirais, du client au final, et des transporteurs, et pour conserver une bonne relation avec des transporteurs. Et donc oui, il faut mettre en place des cut-offs pour limiter l'horaire final de la dernière commande. Et ça aussi, ça a dû, on a dû bien communiquer dessus avec le customer service pour leur expliquer l'intérêt au final de mettre en œuvre ces cut-offs à 17h, il me semble, si ça n'a pas changé depuis. Et justement, côté transporteur, comment ça s'est passé? Est-ce que les transporteurs ont adhéré à cette nouvelle organisation? Qu'est-ce que ça leur a apporté à eux? Alors, au début, ils n'ont pas tout de suite adhéré, en tout cas pas tous. Pour eux, c'était aussi sur le coup une régression, on ne va pas se mentir, on était nouveaux, on se formait, à part une personne qui venait de Cristalco, on arrivait tous et on découvrait à la fois l'entreprise et le métier. Donc forcément, il y a eu une petite régression au démarrage. Et puis après, Thierry m'a dit tu t'en sortiras par la performance. Donc il a fallu prouver qu'on était capable d'eux, qu'on allait y arriver. Ça nécessite quelques mois pour gagner en expérience. Et puis petit à petit, les transporteurs y ont vu l'intérêt. L'intérêt, c'est le relationnel qu'on peut avoir avec eux. Donc on a essayé de créer aussi des moments, des réunions avec les transporteurs pour parler de performance, pour parler de notre performance aussi. Elle est très importante vis-à-vis du transporteur. On sait que les transporteurs ont parlé de raréfaction. Il faut aussi qu'on leur apporte quelque chose. Maintenant, la tendance, elle s'est un petit peu renversée. Il y a la performance économique, mais il y a aussi la performance opérationnelle. Exactement. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que le transporteur puisse s'organiser. Il faut le fidéliser aussi. Et il faut faire en sorte qu'on soit un petit peu leur chouchou aujourd'hui, pour que le jour où ils aient à décider entre deux clients, ce soit nous. Le premier sur la pile, quoi. Exactement, on doit être le premier sur la pile. Et donc pour ça, il faut aussi qu'on leur apporte du service, qu'on leur apporte de la visibilité. On a retravaillé tous nos plans de transport de manière à fixer un transporteur sur un client. C'est-à-dire qu'ils savent mieux maintenant, enfin en tous les cas plus à l'avance, les flux qu'ils auront à transporter, c'est ça? En fait, sans leur donner des chiffres, en leur donnant un client, petit à petit, ils connaissent les habitudes du client et ils savent que la semaine prochaine, il va commander entre 7 et 10 camions. Et donc, eux, ça leur permet de prévoir leurs moyens. Et nous, ça nous permet de répondre à un objectif client.
Donc voilà, en fait, c'est gagnant-gagnant. Donc on essaye de leur donner de la visibilité. On essaye aussi de faire en sorte qu'ils soient chargés en 2 heures sur nos sites. Donc on a un indicateur aussi par rapport au temps de passage du camion sur site qui ne doit pas dépasser les 2 heures et on le suit pour qu'ils puissent eux aussi trouver leur organisation et leur optimisation. C'est pas que baisser un tarif, c'est aussi les aider à s'organiser pour qu'ils puissent derrière aussi gagner leur vie. Ouais. Et là, justement, on voit aussi l'apport du SNOP sur une organisation comme ça. Tout à l'heure, vous disiez industrialiser le transport, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment faire en sorte que les gens se parlent entre eux, mettre en place une organisation qui permette aussi aux fournisseurs de mieux collaborer. Et là, j'imagine que toute votre expérience, Thierry, dans le domaine du SNOP, vous a vraiment apporté quelque chose pour dupliquer ce savoir-faire à la fonction transport. Absolument. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on ne voit pas forcément le lien évident, natif, entre le SNOP et le transport. Par chance, dans la construction de notre direction supply chain Cristalco, on l'a plutôt vu. J'y associe mon N+1 qui est Jean-Marc Sarrazin. Et il m'a demandé de piloter ces 2 entités que sont le SNOP et le transport. Et moi, je vois de plus en plus de liens entre les deux. Régler la problématique transport, c'est nécessaire. Il faut avoir des indicateurs, il faut avoir, comme tu l'as dit, Émilie, des discussions, des points de rencontre, des analyses factuelles avec des indicateurs. Parler franchement. C'est un milieu qui aime bien la franchise. Il faut se parler franchement. Mais en amont, pour améliorer toute cette visibilité, pour gérer la notion de capacitaire, capacitaire sur nos sites, capacitaire de chargement, capacitaire de transport, il faut travailler de plus en plus. On est encore en chantier sur la finalisation de notre processus SNOP. Je reviendrai avec grande joie pour vous expliquer ça en temps et en heure. Mais là aussi, toujours la même chose. On traite d'abord l'organisation, on part après sur la mesure, et demain, on s'équipera d'un outil sur la partie SNOP. Mais je répète, il y a un lien très très fort et des attentes en tous les cas très très fortes sur ce lien encore plus important. Je sais ce que tu veux me dire, Émilie, au travers de ton regard. Émilie, peut-être, non ? Oui, c'est sûr que la fonction SNOP, elle va nous aider aussi à mieux nous organiser. Et on parlait du RACI, et là c'est pareil, il y aura un petit travail à refaire pour savoir un peu le qui fait quoi. On se cherche encore par moment. On a posé des bases avec le groupe Newton, et il y a encore des choses où on peut encore affiner et puis remettre les bons rôles aux bons endroits pour que chacun puisse s'organiser et être vraiment dans son rôle. Ouais. Alors là, je vais m'adresser à Jérôme, qui est un grand professionnel du transport. Comment est-ce que cette démarche justement très industrielle, on la retrouve chez beaucoup d'entreprises ? Est-ce que c'est, selon toi, je ne vais pas te vous voyez, parce qu'on a depuis trop longtemps. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose d'origine, enfin je veux dire d'innovant, cette démarche industrielle ? C'est quelque chose qui s'est vraiment accéléré depuis à la fois le Covid et effectivement les crises capacitaires qu'on a connues dans la foulée. Il y a eu vraiment cette prise de conscience du fait que le transport est une partie de l'expérience client. Donc voilà, cette notion maintenant qui est suivie directement par les directions générales, au-delà de l'élément purement coût. Et puis sur la composante environnementale, sur un scope 3, le transport est souvent un des premiers émetteurs. Donc il y a un ensemble d'éléments autour du capacitaire, de l'économique, de l'environnemental, qui font qu'il y a vraiment cette réflexion qui s'accélère dans un certain nombre d'entreprises pour effectivement industrialiser et puis être en capacité aussi à suivre la croissance, la réorganisation, la résilience. Il y a des changements, on voit pas mal de changements aujourd'hui de flux, de changements de zone de sourcing. Donc le transport se retrouve au centre de tout ça. Ouais. Et c'est une tendance de fond que nous voyons, effectivement, de réflexion, de structuration et de bonne intégration. Ouais. C'est vraiment ce qu'on a beaucoup apprécié dans ce travail avec Cristalco, d'intégration du transport dans l'ensemble de la chaîne. Ce n'est pas un maillon à part, ouais. C'est un contributeur à la performance globale, et tout ça, ça marchera bien s'il y a bien cette intégration avec le commerce, avec l'entrepôt, et vous avez cité aussi le SNOP. Ça, c'est un sujet que nous voyons aussi beaucoup. Effectivement, le SNOP, de plus en plus, a un intérêt à être connecté assez fortement avec ces sujets opérationnels, va donner de la visibilité et donc va jouer sur la performance économique. Et à nouveau sur le CO2, souvent c'est un des éléments. Plus on voit loin, plus on a de capacité à optimiser sa chaîne de distribution.
et donc à aller chercher du gain sur les émissions de CO2. Alors justement, parlant de gains, quels ont été les bénéfices à ce jour? Enfin, j'ai bien compris que le projet est encore en phase de déploiement, avec notamment la partie digitalisation qui n'est pas encore réalisée. Mais d'ores et déjà, quels bénéfices, quels gains vous pouvez aujourd'hui déclarer? Aujourd'hui, il est multiple. Les gains sont multiples. Sur la partie économique, on a une maîtrise de nos coûts, alors qu'on est on est complètement dans un domaine inflationniste, avec une pénurie de chauffeurs. Donc, on est sur une maîtrise de nos coûts. Entre parenthèses, lorsqu'on a lancé un appel d'offres au début du processus aussi, on a eu des gains assez substantiels sur des liaisons historiques. Mais donc là, on est dans une maîtrise, je vais parler plutôt de maîtrise de nos coûts, avec des discussions très franches avec nos différents prestataires. Sur la partie qualité de service, on a eu des difficultés en 2022 au moment du démarrage, il ne faut pas les occulter. Mais aujourd'hui, là aussi, on est plutôt dans une maîtrise avec un notif qui avoisine, ou en tous les cas qui est supérieur à 96% des livraisons que l'on peut réaliser. Alors peut-être que certains autres domaines, certains autres industriels nous diraient que 96% c'est insuffisant, mais de là où on vient, on a gagné à peu près 10 points en 2 ans, donc c'est quand même assez énorme. Avec, je le précise parce que c'est aussi intéressant, une vraie mesure, c'est-à-dire que parfois on dit dans l'OTIF, à partir du moment où le camion est parti comme j'avais prévu qu'il parte et qu'on estime que le temps de distribution est approximativement celui-là, on est bon. Non, nous on demande un déclaratif à tous nos transporteurs de l'heure et la date de livraison à laquelle ils livrent la commande et on compare ça à l'exigence ou à la demande du client. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut présenter, qu'on présente de plus en plus avec nos CAM, nos directeurs commerciaux et leurs collaborateurs dans les rencontres commerciales. Donc ça c'est très, très, très intéressant. Et puis sur la partie décarbonation, je ne vais pas trahir de secret puisque la vraie année, pas de référence, mais où c'est l'année prochaine, c'est en 2025, mais on est sur de très très bonnes voies par rapport à des mises en place que l'on a pu faire, et notamment des incitations auprès de nos transporteurs routiers sur l'utilisation d'énergies alternatives pour partir ou switcher d'une énergie fossile vers d'autres énergies diverses et variées. Là aussi. Et puis du multimodal mis en place, d'autres actions, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais on sent déjà effectivement les résultats. Après, la nécessité, je vais dire comme ça, de digitalisation, c'est parce qu'il faut pérenniser l'organisation. C'est très chronophage, très manuel aujourd'hui dans la manière dont on gère ça. Pour le moment, tout ça c'est fait sans système d'information. C'est fait, alors, avec un ERP. On a un ERP, on a un merveilleux système d'information qui s'appelle Excel, mais qui est un passage obligatoire. Je tiens à le préciser quand même. Et ça a été une tentation au démarrage, dans notre démarche, dans notre mise en place. On se disait, tiens, un TMS dans le transport, c'est génial. C'est un truc qui va régler et résoudre tous les maux que l'on a. Heureusement qu'on a résisté, on a été conseillé là aussi, heureusement qu'on a résisté parce que je pense qu'on se serait bien trompé. Il faut d'abord régler les problèmes d'organisation, il faut savoir de quoi on parle. Et après, on modélise. Et même malgré cela, en modélisant, on voit que c'est pas si simple que ça, et en prenant des standards. Mais il faut le mettre, si je peux donner un conseil ou un retour d'expérience positif, c'est ça. C'est de le mettre dans cet ordre-là, pas l'inverse. Morgane, c'est votre avis aussi? Absolument. Et ce qui a été intéressant dans la description du besoin, puisque dans cette troisième phase de digitalisation dans laquelle Cristalco est en ce moment, dans la phase de description du besoin, l'objectif de cette digitalisation était de retirer toutes les opérations sans valeur ajoutée qui étaient aujourd'hui faites manuellement, qui sont encore aujourd'hui faites manuellement pour quelques-unes d'entre elles. Et je pense notamment par exemple au traitement des extra costs, qui est assez chronophage pour Cristalco, qui est dans des problématiques de transport assez particulières. On parle de transport de citernes avec des certificats. On n'est pas dans du transport de palettes simples. Il y en a un tout petit peu. Mais aujourd'hui, là, vous avez quand même un transport qui est assez complexe, qui génère beaucoup d'extra costs, qui sont traités manuellement. Et un des objectifs de cette digitalisation est bien de retirer toutes ces opérations sans valeur ajoutée pour que les collaborateurs de Cristalco se concentrent vraiment sur de la valeur ajoutée. Et donc là, on est en plein dedans, on a décrit le besoin, choisi l'outil, et la phase de déploiement est en cours pour, retirer tout ou partie de ces opérations sans valeur ajoutée. Choisi l'outil informatique, Oui. Tout à fait, tout à fait. D'accord.
Donc là, on peut le citer, je n'ai oui. pas de souci. Notre choix, on a eu toute une démarche là aussi accompagnée par le cabinet Newton, mais d'appel d'offres au sens large, avec moult éditeurs. Quand je dis moult, c'était une petite dizaine d'éditeurs sur la ligne de départ. Définition, réalisation d'un cahier des charges pour bien fixer nos attentes et notre finalité. Et puis après, un processus que, si vous voulez le décrire, Morgane, vous pourrez le décrire, mais en fait, notre choix s'est porté sur la solution Transporeon. Nous avions auparavant un système d'information qui gérait une partie de ce que l'on trouve dans un TMS, notamment sur la notion de prise de rendez-vous et de suivi des indicateurs, qui donnait entière satisfaction. Sauf que là, notre spectre est beaucoup plus grand, avec vraiment un champ, notamment sur les appels d'offres transport, sur les échanges, puisque c'est en fait une vraie plateforme d'échange entre le chargeur que nous sommes et les transporteurs, pour gérer toute cette notion tarifaire, extra-cost dont tu parlais, Morgane, par rapport à ces sujets-là. Une notion de laquelle j'attends beaucoup, c'est le live tracking, pour non pas suivre les transports à l'instant T, de savoir où ils sont, c'est pas de notre responsabilité, mais en tous les cas, par contre, d'avoir un recalcul de l'ETA, de l'Estimated Time Arrival, au chargement et à la livraison, toujours dans la notion, enfin la supply chain, le transport, plus on anticipe, mieux on se porte, pour tout le monde. Donc voilà, c'est ça. Ça, on attend beaucoup. Oui, Jérôme. Oui, peut-être juste effectivement pour compléter, il y a classiquement un enjeu qui est d'arriver à différencier des solutions, le marché des solutions TMS et de tout ce qui est relatif, s'est complexifié. Et pour nous, l'idée, c'est vraiment d'arriver à cibler les points donc liés au flux, liés à l'organisation, aux contraintes aussi système. Voilà, il y a effectivement un contexte ERP, WMS, de s'assurer que la solution qui est retenue saura s'intégrer avec le reste du panorama de l'écosystème. Et puis ce travail sur la data, et là l'avantage était effectivement d'avoir déjà défini un certain nombre d'éléments de mesure de la performance, ce qui est un input super important ensuite dans le choix et dans la mise en œuvre de la solution, parce que c'est un des éléments critiques dans le cahier des charges. Et puis cet aspect collaboratif, on l'a beaucoup évoqué, c'est souvent un point qui est un petit peu laissé de côté, parce qu'on sort de ce qui est maîtrisé naturellement, ce qui est à l'intérieur des quatre murs de l'entreprise, et l'accompagnement qu'on a pu donner sur cet embarquement des transporteurs, ce qui est aussi un critère de choix, la communauté de transporteurs déjà connectée à une plateforme est aussi un critère de choix, je pense, a été un élément d'accélération dans le projet. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est l'heure à laquelle, en général, je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Et là, nous avons un monsieur qui s'appelle Hervé, qui centralise tout et qui va nous dire aujourd'hui si nous avons des questions. Alors, Hervé. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Quels sont les outils digitaux que vous avez mis en place dans le cadre de cette transformation ? Avez-vous installé des outils standards de mesure de gestion, planning, etc. Ou avez-vous mis en place des outils spécifiques développés par Newton Voreal Consulting ? Donc, je crois qu'on a déjà un petit peu répondu. Oui, mais tu veux appuyer, Émilie ou... Donc, ce ne sont pas des outils effectivement amenés par Newton Voreal, ce sont des outils qui existaient déjà. Donc c'est Transporeon. Voilà, enfin, après, il n'y a pas d'autres outils mis en place que celui-ci. Donc il y a un ERP donc, qui est SAP. Alors on a SAP, voilà, qui va changer bientôt vers SAP S/4HANA, où là on sait déjà que la fonction transport va être moins gérée dans l'ERP, et donc ça a motivé d'autant plus la nécessité de s'outiller et de s'équiper d'un TMS digne de ce nom. D'accord. Pour tout ce qui est, donc on a vu aussi, Excel a été aussi un grand... Voilà, Excel. Alors, on avait aussi beaucoup de choses dans SAP. On a une équipe IT au top et qui a su nous développer beaucoup de choses dans SAP et beaucoup de spécifiques, mais qu'on n'aura plus demain avec SAP S/4HANA. Donc, on était effectivement dans beaucoup de spécifiques SAP et sur Excel pour faire tourner la fonction transport. D'accord. Et aujourd'hui, donc, Transporeon, vous en êtes où dans le déploiement de Transporeon alors ? Alors là, on en est sur les ateliers pour recueillir le besoin et puis commencer à imaginer les paramétrages et les nécessités que nous allons avoir pour faire tourner. Donc Transporeon va se connecter à l'ERP pour récupérer la data, j'imagine. Effectivement, il va falloir qu'on connecte et c'est là où c'est assez périlleux, c'est de faire en sorte
que les interfaces se fassent bien entre SAP. Alors pour l'instant, c'est le SAP actuel, donc il va falloir le remodeler et puis l'imaginer aussi avec SAP S/4HANA demain, puisque l'année prochaine, on passe sur SAP S/4HANA. Donc dans la foulée de la mise en place de je crois que les deux sociétés se connaissent bien, donc ça devrait ça va aller. Ça va aller. On n'est pas inquiet, on est bien conseillé. Ça ne devrait pas poser de problème. D'accord. Mais oui, les interfaces. Et le déploiement, il va s'étaler sur combien de temps, vous pensez? Alors, on a démarré fin septembre. Idéalement, on aimerait pouvoir démarrer début mars. Après, c'est un moment aussi où on remet en cause aussi toutes nos façons de fonctionner. Donc, côté transport, ça va très vite. Chez nous, on en profite aussi pour rechallenger un petit peu nos façons de fonctionner, pour essayer de coller aux standards, comme l'a dit Thierry, pour éviter tous les développements. Et puis, voilà, si ça marche chez les autres, c'est que ça doit pouvoir marcher chez nous. Donc, comment on pourrait faire en sorte de coller un maximum à ce que l'outil offre en standard. Et comme on couvre une grosse partie entre les chargements sur site, donc il faut pouvoir satisfaire la partie chargement sur site, l'affrètement avec la partie cellule transport, et puis toute la partie facturation. Ça touche énormément de monde, ça touche la compta, le contrôle de gestion, les sites. Donc là, il faut mettre tout le monde raccord autour d'un outil. Donc oui. Et puis là, il y a effectivement toute une période aussi d'appropriation de l'outil, d'adhésion. C'est ça. Et puis de re-challenge, comment on peut fonctionner demain, comment on peut coller à l'outil. Donc c'est riche. Alors, si je peux rebondir sur la question qui a été posée. En effet, nous, cabinet de conseil, on n'est pas du tout des éditeurs. Et d'ailleurs, on est tout à fait indépendants par rapport aux éditeurs du marché qu'on connaît bien par ailleurs. Et donc, on a aidé à la description du besoin et les équipes Cristalco à la sélection, mais aucunement on intervient dans la sélection finale, vraiment de l'outil. Donc, on n'est pas dans la création de l'outil. En revanche, on peut aussi, et je pense qu'on vous a un petit peu aidé sur notamment un KPIs, en tout cas dans la création, qui était la mesure du taux d'adhérence à votre plan de transport. Donc nous, on est plus là pour vraiment aider sur comment bien mesurer, comment bien s'organiser, comment bien se doter du bon outil qui répond aux besoins, que sur la mesure technique de l'outil. Si ce n'est, de temps en temps, de créer des KPIs aux besoins qui sont parfois un petit peu en rupture de ce qu'on a sur le marché. Et là, le KPIs auquel je fais référence, qui était la mesure du taux d'adhérence au plan de transport, c'est-à-dire on a un plan de transport qui nous dit on a X routes, et finalement, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Est-ce que oui ou non, on respecte ce plan de transport? Et finalement, si le plan de transport n'est pas respecté, ne faut-il pas le faire un petit peu évoluer? Tout à fait. Je pensais à cet exemple précis. Tu fais bien de le dire. Hervé. Pourquoi avoir décidé de mettre en place une fonction supply et ne pas l'avoir sous-traitée, par exemple, à un 4PL ou 5PL? Très bonne question. Alors, en fait, c'est parce que au moment où, chez Cristalco, donc je répète, la filiale commerciale du groupe Cristal Union, il y a eu cette nécessité, cette envie, ce besoin de la direction générale de mettre en place une direction supply chain. Dans le groupe Cristal Union, il y avait déjà une histoire supply chain, il y avait déjà une direction supply chain industrielle que je portais avec Jean-Marc Sarrazin, que nous portions ensemble. Et donc, assez naturellement, il nous a été demandé de dupliquer ce qu'on avait pu déjà mettre en place sur la maison mère au sein de la filiale commerciale. De manière un peu plus large au niveau du spectre, mais c'est effectivement la principale raison. Et puis, au sein du groupe Cristal Union, on aime bien prendre les sujets en propre plutôt que de les sous-traiter, en tous les cas sur ce type de sujet et d'action. Et puis avec un volume d'achat transport de cette importance, il y a un vrai enjeu stratégique, j'imagine, que vous souhaitez aussi maîtriser. Oui, absolument. J'en ai pas trop parlé là dans ce retour d'expérience, mais bien évidemment que, on l'a dit, il faut donner de la visibilité, il faut parler franchement de nos performances, il faut s'améliorer pour que l'on puisse fidéliser nos transporteurs. Mais il y a aussi effectivement de la stratégie d'achat avec certains transporteurs. Tu as dit être au-dessus de la pile, je crois, Émilie, tout à l'heure. Je dirais inversement, s'il y a quelqu'un à planter, que ce ne soit pas nous, quoi. Mais c'est à peu près la même chose. Donc oui, il vaut mieux l'avoir en propre et la maîtriser avec un historique assez fort, puisqu'on travaille avec un panel de transporteurs qui est relativement stable, de par la spécificité, ça a été évoqué aussi,
des citernes alimentaires. Si je prends la partie alcool, il y a une très 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 grande spécificité sur le transport des produits alcool à base de betterave. Vraiment très très beaucoup d'exigences avec des certifications très très importantes. Donc ça nous semblait très difficile à externaliser. Je vous rejoins, je me permets, le regard de l'expert. En effet, de par la particularité, la technicité des transports de Cristalco, cette externalisation totale vers un 4PL peut se justifier pour des transports relativement simples, mais là, je pense que c'est un peu trop complexe à externaliser. Et vous disiez aussi que ça a contribué aussi à élever la fonction supply à l'intérieur du groupe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, c'est effectivement quelque chose de significatif. Oui. Chez Cristalco, avant la construction de cette direction supply chain, il y avait des fonctions qui existaient, qui s'apparentent à une fonction supply chain, mais il n'y avait pas de direction supply chain en tant que telle. Et aujourd'hui, surtout grâce à la partie SNOP, c'est pour ça qu'on revient souvent sur cette partie SNOP qui est un vecteur fédérateur. Ça a permis d'avoir des discussions au niveau de la direction générale, un souhait, une appétence, un engagement de la direction générale pour aller dans cette voie-là. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui fait... Il y a encore un chantier qui est important, mais qui fait référence et qui progresse. Toujours au service, bien évidemment, d'une finalité qui est d'une finalité de rentabilité et d'une finalité de préserver nos clients, de maintenir des volumes d'affaires, qu'ils soient ceux-là. On est toujours en support, bien évidemment. Mais qui ancre vraiment la supply dans la stratégie de Exactement. du groupe. Exactement. Hervé ? Comment gérez-vous la collaboration achat-opération dans ce projet ? Alors ça aussi, c'est une une très bonne question, effectivement, qui est d'actualité. C'est pas si simple, mais c'est très intéressant. Et effectivement, y compris dans un passé récent, il y avait un mélange qui s'effectuait entre l'achat et la partie exploitation. Et là, ça a été un levier important. Alors avec une conduite du changement, j'en ai pas trop parlé, mais la conduite du changement est aussi quelque chose d'important. Il faut y passer du temps, il faut expliquer, il faut argumenter. Voilà. Mais... aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de dissocier la fonction achat-transport de la fonction exploitation-transport. Je dirais que c'est comme une fonction achat pure, il y a l'acheteur, il y a l'approvisionneur sur la partie industrielle. J'ai tendance à dire que c'est la même chose. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Il y a une nécessité d'une grande communication et d'un grand respect mutuel entre les deux fonctions. Et une fois qu'on a dit ça, l'exploitation doit rester sur un domaine d'exploitation. L'achat doit avoir une perspective, une animation du panel des transporteurs pour pouvoir déjà avoir un coup d'avance. Donc c'est un peu une notion, une échelle temporelle qui est un peu différente. Mais de plus en plus, on encourage des rencontres transporteurs où il y a les deux entités et où avec un transporteur, on parle achat, on parle exploitation. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une seule parole. Alors on se cherche un peu sur la fonction achat-transport pour le moment, avec des personnes nouvelles, une personne nouvelle qui est arrivée pas plus tard que lundi dans la société Cristalco et qui va nous aider, avec une expertise là aussi qui va nous intéresser. Mais c'est aussi un levier intéressant pour bien définir qui fait quoi et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le propos. Sinon on se perd et on crée plus de perturbations que d'améliorations. Et avec souvent un enjeu aussi d'identifier les bons critères, au-delà de la partie purement économique. C'est là où effectivement on intervient assez souvent pour mettre en place ce dialogue, et bien interroger et évaluer et faire progresser les transporteurs sur cet aspect purement tarifaire direct, où effectivement pas souvent le diable est dans les détails sur les extra costs, toutes les surcharges diverses et variées, la partie performance, la partie efficacité opérationnelle, avec l'irritant habituel pour les transporteurs des temps d'attente. La partie data, c'est aussi de bien formaliser dans les éléments attendus du transporteur les modalités d'échange digital pour que le transporteur ait vraiment l'ensemble des éléments pour faire la meilleure proposition. Et donc ça suppose une collaboration très forte entre l'exploitation, l'opérationnel transport et l'achat. Hervé ? Comment avez-vous profité de ce projet pour reformater vos ambitions de décarbonation ? Quels outils voyez-vous comme les plus efficaces pour piloter vos ambitions et les mesurer ?
La question est vaste. Je dirais que sur la partie décarbonation, c'est venu assez naturellement dans le projet de restructuration, de structuration de notre supply chain et de notre transport. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous sommes une coopérative agricole, une société industrielle importante. Donc ces sujets-là, en fait, de décarbonation, au travers de notre programme RSE, ne sont pas nouveaux. Ils datent de 15-20 ans. Ils ont été beaucoup travaillés sur ces domaines-là, le domaine agricole et le domaine industriel depuis longtemps, avec des résultats probants. En termes d'émissions de CO2, sans rentrer dans des chiffres, la partie distribution, ça paraît paradoxal, mais comparativement à ces deux domaines, est relativement marginale en termes de valeur. Mais il n'empêche que quand on veut avoir une image de marque d'une société responsable sur ce domaine, qui est un domaine, je dirais, civique, on est obligé, et en tous les cas, il y a une vraie envie d'aller dans la globalité du processus, donc d'englober aussi la partie transport, la partie distribution. Donc naturellement, dans ce programme, on y a rajouté cette fonction, ou cette finalité plutôt décarbonation. Ça, c'est sur la partie comment on a profité. Sur l'outil, je l'ai cité rapidement, mais on peut revenir sur le sujet là aussi assez rapidement. La mesure de nos émissions de CO2 est une base indispensable, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Et ce n'est pas si simple de mettre en place une mesure de nos émissions de CO2 quand on a des volumétries comme les nôtres. Et là, pour le coup, au même titre que lorsque l'on a fait appel à Newton sur le conseil benchmark, là on a fait appel à une société référent sur le marché qui s'appelle Siteness. Oui, Siteness, et qui nous a aidé, qui a fait construit la roadmap initiale, la cartographie initiale de nos émissions, et qui aujourd'hui, dans un bilan mensuel, nous fait voir, nous montre les résultats que l'on peut avoir en termes de décarbonation, avec des modélisations, des ABAC, des référentiels qu'ils ont, et qui fait foi auprès de l'ADEME, puisque c'était un peu nouveau. Aujourd'hui, l'ADEME demande d'avoir des fichiers, on va dire, assez compliqués à renseigner une fois par an pour pouvoir montrer nos évolutions. Mais une fois par an, c'est trop long sur l'espace temporel. Il faut avoir des réactivités plus importantes. Donc on a demandé des choses mensuelles. On a organisé des réunions entre l'ADEME et Siteness. Et l'ADEME a validé notre schéma de calcul sur cet outil-là. Et aujourd'hui, ça nous sert beaucoup. Et d'un projet initial, je vais en parler, mais d'un projet initial, en tous les cas, l'ADEME demande pour entrer dans FRED 21 d'avoir au minimum 5% de décarbonation au bout de la 3e année. Nous, on avait pris un objectif plus ambitieux qu'une réduction de 5%. Et on va largement dépasser notre objectif initial au travers d'actions de report modal, d'utilisation d'énergie alternative, d'engagement de nos prestataires notamment. Dans le choix des outils informatiques, vous m'aviez dit aussi que vous aviez eu une approche métier, c'est-à-dire que ça a d'abord été une compréhension des opérations, avant que ça soit une approche purement techno, quoi. Oui, bien sûr. Et ça, c'est important pour vous? Oui, c'est très important parce qu'il faut d'abord répondre au métier. Oui. Et après, on a parlé de standards tout à l'heure sur Transporéon, mais on peut le décliner aussi sur les autres outils. Moi, j'aime bien vraiment aller sur des outils qui font référence, qui sont éprouvés déjà au préalable par d'autres, et de rester au maximum dans un standard pour justement ne pas trop dévier. Ça, c'est effectivement important. Mais ça doit répondre à un aspect métier initialement, bien évidemment, et de ne pas sortir quelque chose qui soit un petit peu, j'allais dire farfelu, c'est peut-être excessif, mais en tous les cas un peu particulier. Et puis c'est vrai qu'un outil va embarquer un certain nombre de modes de fonctionnement. Il y a aussi des process qui sont d'une certaine manière embarqués par l'outil. Et donc ça, c'est aussi l'élément, c'est de bien comprendre finalement l'impact sur l'organisation, donc à la fois les opportunités ou les contraintes apportées par l'outil. Mais effectivement, on est complètement sur cette conviction que c'est la finalité métier et le process métier à couvrir qui va driver finalement le choix de l'outil ou des outils, parce qu'on peut avoir parfois une approche un peu de type best of breed, où on va combiner plusieurs outils. Et effectivement, avec ce gros intérêt, aujourd'hui, le panorama est large de rester sur des outils standards. Là, aujourd'hui, l'offre est suffisamment large pour rester sur ce mode. Et pour continuer à parler de décarbonation, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas
que la fonction de transport qui va intervenir, mais finalement aussi la fonction SNOP, dont vous avez la responsabilité, Thierry, qui continue à se professionnaliser, à s'améliorer aussi, va permettre in fine d'affecter le bon site, on en parlait il y a quelque temps, d'affecter le bon site de départ de la marchandise au client, qui soit le site le plus proche du client, et donc en réduisant cette distance, on réduit les kilomètres et on réduit aussi de facto l'émission de CO2. Merci Hervé, on va peut-être prendre une dernière question. Oui, une toute dernière. Pourriez-vous nous donner un petit peu plus de détails sur les différentes fonctions existantes dans la cellule transport, gestionnaire de transport par exemple, et par exemple, qui gère les litiges contrôle de facturation? Ça, c'est Émilie qui va nous répondre. Alors, je vais vous répondre. Si on parle des litiges contrôle facturation, c'est pas chez nous. C'est vraiment sur la partie achat-transport. Et c'est là où on disait il faut réussir à mettre la bonne frontière et la bonne limite entre la fonction achat-transport et la fonction exécution. Par contre, on va effectivement contrôler ces extra costs pour vérifier que dans l'opérationnel, on a bien eu un litige, un retard et qu'il y a bien eu un surcoût. Après, on ne gère plus la facture. Si je reviens à la question initiale sur les rôles, on a 10 gestionnaires aujourd'hui qui gèrent l'exécution du transport, qui vont à la fois gérer l'affrètement, le litige au chargement. On a une réclamation, la citerne est pas lavée, comment on gère, comment on retrouve une solution pour à la fin servir le client en temps et en heure. C'est toujours vraiment notre leitmotiv, c'est servir le client en temps et en heure. Donc on va vraiment être là pour trouver les solutions de dernière minute. Voilà, c'est vraiment la gestion de l'affrètement et des aléas de manière générale. Et puis on a 2 adjoints, le responsable de l'équipe qui gère tous les flux de sucre et de feed, et puis la personne qui va gérer l'équipe qui s'occupe des flux d'alcool et de bioéthanol, et donc qui, eux, vont être plus là pour analyser les indicateurs, alerter en cas de dérive, et puis mettre en place les actions pour piloter les équipes vraiment dans le quotidien, dans leur quotidien. Voilà. Très bien, merci. Je vois à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez également, l'organisation, enfin le projet, les différentes phases du projet qui ont été mises en place. En régie, si on peut, oui, si d'accord, on le voit effectivement. Donc l'organisation, la performance, la digitalisation, donc ça a un rappel des 3 phases principales avec cette phase de digitalisation qui est encore en cours de déploiement aujourd'hui. Très beau projet, hein. Merci en tous les cas d'avoir apporté ce témoignage. Je voudrais quand même, moi j'avais une idée préconçue, je pensais que Newton Voreal, c'était un cabinet qui était spécialisé dans la stratégie d'entreprise, Jérôme, et je m'aperçois en fait que vous avez une vraie compétence sur les aspects plus tactiques et plus opérationnels. Est-ce que peux-tu en dire un mot ? Oui, tout à fait. C'est vrai que le cabinet s'est créé au départ sur ces sujets plus stratégiques et de planification. On a beaucoup parlé de SNOP, qui est un sujet que nous fonderons aussi de manière fréquente, mais depuis déjà quelques années, et à travers aussi l'intégration de profils avec cette expérience opérationnelle forte, comme Mauriane, nous intervenons beaucoup, et même maintenant majoritairement, sur des sujets opérationnels. Ça peut être du dimensionnement d'entrepôt, on a beaucoup de sujets autour de la mécanisation, de l'automatisation en entrepôt, ça peut être de l'organisation de l'achat, de la performance transport. Donc cette couche opérationnelle est devenue très importante dans nos missions, et l'idée aussi, c'est pouvoir de la mettre un petit peu en perspective quand même dans une démarche supply chain globale. Mais effectivement, on intervient, l'idée c'est de pouvoir donner à nos clients les moyens de jouer sur tous les leviers, que ce soit sur ce niveau stratégique que dans l'opérationnel, et en faisant le lien avec les deux, et avec cette composante digitale et développement durable qui est de plus en plus forte. Si on veut vous contacter, Newton a un site internet, j'imagine. Exactement, voilà, newtonvoreal.com, et ou directement sur LinkedIn, les différentes personnes sont là et sont enchantées de pouvoir échanger avec vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir
parler de problématiques à chaque fois très variées. En tout cas, un grand merci pour ce témoignage. Merci à Cristalco, bien sûr, et puis merci à Newton Vorial d'avoir pris l'initiative de cette présentation. Peut-être qu'on se reverra bientôt avec grande joie, Jean-Philippe. Nos amis de Transport Rayon. Exactement, avec grande joie. Merci à tous d'avoir suivi également ce débat. À très bientôt.